Tu peux la C'est mettre bon? en mode. Voilà, tu as 20 minutes. 20 minutes. Très bien. Mes chers amis, mes chers confrères, bonjour. Donc, je vais aborder avec vous, durant ces 20 minutes, un aspect des épilepsies chez l'enfant, qui sont les épilepsies myocloniques progressives, savoir faire le diagnostic ou évoquer le diagnostic des principales étiologies. Le problème, c'est que c'est des épilepsies qui sont rares, c'est des encéphalopathies qui sont rares. Donc, parfois, on peut passer à côté, ou parfois leur présentation clinique initiale est tout à fait banale, qui n'évoque pas vers une maladie métabolique ou un syndrome en particulier. Donc, les myocloniques progressives, cloning, et des crises d'épilepsie généralisée tonico-clonique qui parfois, souvent, débutent le tableau clinique. Et là, on est souvent orienté vers une classification des épilepsies d'ordre symptomatique ou idiopathique parfois. Et s'installera par la suite une ataxie, donc un trouble de la marche qui sera beaucoup plus spectaculaire pour les parents, et une perte des capacités cognitives, c'est-à-dire une démence, donc une régression psychomotrice souvent. Donc, c'est une épilepsie, il s'agit d'épilepsies généralisées qui sont classées comme symptomatiques dans la classification internationale. Il n'y a pas une seule cause, il y a plusieurs causes qu'il faudrait savoir évoquer. D'accord? Donc, parmi les objectifs, c'est de reconnaître ces symptômes qui vont orienter vers une encéphalopathie myoclonique progressive, à savoir d'abord des myoclonies, une régression psychomotrice, des épilepsies souvent généralisées, une ataxie, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres signes associés qui font évoquer certaines pathologies et du degré de la perte des capacités cognitives, du degré de la démence, on peut évoquer l'un ou l'autre diagnostic. Donc, souvent, parfois, pas souvent, mais parfois, on peut avoir un motif de consultation pour une épilepsie généralisée tonico-clonique, qui est souvent classée comme idiopathique et traitée par un traitement simple qui est la dépakine. Et devant l'apparition de la pharmacorésistance ou l'apparition d'autres signes associés, d'autres signes du syndrome, orientés pour des épilepsies généralisées qui sont pharmacorésistantes, chez lesquelles on pense à des maladies métaboliques. Donc, ils sont orientés rapidement vers les services spécialisés pour maladies métaboliques. Alors, quelles sont les causes principales? On a plusieurs causes, mais les causes principales par ordre de fréquence, c'est la maladie d'Ehrlich-Lundborg. La maladie d'Ehrlich-Lundborg est encore appelée le myoclonisme méditerranéen, donc elle est fréquente dans le bassin méditerranéen. Pour certains, elle est appelée le myoclonisme balte. On a les maladies mitochondriales aussi peuvent être responsables de l'encéphalopathie myoclonique progressive, en particulier le syndrome MERF, donc l'épilepsie myoclonique, RH-Dread Fibers, la maladie de la Fora, les séroïdes l'hypofécinose et les sialidoses. Au cours de le traitement de ces maladies est très souvent décevant. Il y a toujours une association médicamenteuse, parfois dès le début, donc des benzodiazepides sont souvent prescrits. C'est des maladies aussi génétiques. Donc, pour plusieurs maladies, le gène a été identifié comme la maladie d'Ehrlich-Lundborg ou la maladie de la Fora, mais pour d'autres pathologies, comme dans le MERF, il y a plusieurs mutations. Un ou deux germes ont été identifiés, mais il y a quand même d'autres mutations ou disons des mutations sporadiques. Évoqué sous le nom de Ramsay Hunt, le médecin qui a travaillé dessus aussi, faire la différence entre épilepsie myoclonique progressive et ataxie myoclonique progressive. La différence entre l'épilepsie myoclonique progressive et l'ataxie myoclonique progressive, c'est que l'une, l'encéphalopathie,
elle, elle contient aussi, elle est définie aussi par la présence d'épilepsie, alors que l'ataxie myoclonique progressive, il n'y a pas d'épilepsie. Ils ont deux syndromes en commun, deux symptômes en commun, qui est l'ataxie et les myoclonies. Alors, quelle est la définition? Alors, le syndrome d'épilepsie ou d'encéphalopathie myoclonique progressive comporte des myoclonies. Donc, ce n'est pas des myoclonies massives qui vont provoquer la chute de malade, mais c'est des myoclonies parcellaires qui vont toucher des segments de corps au niveau des membres, au niveau de la face. Ils sont souvent multifocales. Ils sont exacerbés par certaines conditions, par exemple la posture, donc le changement de posture, par l'action du malade lui-même ou des stimuli extérieurs comme le bruit par exemple. Donc, ils vont intéresser la face et les parties distales des membres. L'origine des myoclonies, c'est-à-dire que le foyer est situé au niveau du cortex. On a comme deuxième symptôme des crises d'épilepsie généralisée par la suite, qui peuvent précéder les crises d'épilepsie, et une perte des capacités cognitives ou régression psychomotrice ou démence pour certains. Dans les publications en anglais, on parle de démentia. Le début survient dans l'enfance, c'est-à-dire on peut avoir pour certaines pathologies chez le nourrisson, chez le petit enfant, chez le grand enfant, chez l'adolescent et parfois même chez l'adulte. Alors, première cause, la maladie d'Invrich-Landborg. Ce sont deux médecins différents qui ont étudié cette encéphalopathie myoclonique. Donc, elle a été d'abord décrite au niveau, dans les pays nordiques, Suède et Finlande. Puis par la suite, quelques années après, elle a été étudiée au niveau du centre de Marseille. C'est pour ça qu'on donne le nom de myoclonis méditerranéen pour l'école française et maladie d'Invrich-Landborg pour les Suédois ou les Finlandais. C'est une maladie qui est autosomique récessive, touche les pays scandinaves, en particulier la Suède et la Finlande, dans lesquels le pronostic de cette maladie était très réservé. Au contraire des myoclonis méditerranéens qui, au fait, la même maladie, et c'est la génétique qui a permis de reconnaître qu'il s'agit de la même maladie, donc des habitudes de traitement des uns et des autres. Dans les pays comme la Suède, la Finlande, ils utilisaient la phénétoïne. La phénétoïne, elle est connue comme un traitement, un médicament aggravant les myoclonies, alors que dans le bassin méditerranéen, ils utilisaient le gardénal et associé souvent à une benzodiazépine. Alors, c'est un syndrome, c'est une maladie qui débute le plus souvent entre l'âge de 8 ans et 13 ans. Donc, le premier symptôme, ce sera des myoclonies qui sont augmentées par le stress. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est dans une situation de stress, il va faire des myoclonies qui vont être rapides, parcellaires au niveau de la face et parfois au niveau des mains, qui va passer inaperçu pour les parents, ou parfois il raconte ça au cours d'une consultation banale. Et ça peut aussi être banalisé par le médecin lui-même. Les mouvements et les stimuli extérieurs aussi peuvent aggraver les myoclonies, qui sont matinales, qui vont se répéter en salve par la suite. Et à la fin de ces salves-là, on peut avoir une crise tonico-clonique généralisée qui serait le motif de consultation en elle-même. Apparaîtra par la suite l'ataxie et la détérioration intellectuelle qui est la démence, mais cette détérioration intellectuelle n'est pas très profonde, elle est mineure à modérée. Donc la régression psychologique n'est pas aussi profonde comme dans la maladie de la Fora. Donc, un des moyens de diagnostic de l'épilepsie reste l'EEG. Donc, l'EEG va montrer qu'il s'agit d'une activité lente de type d'étape, 3 à 4 cycles, diffuse, donc c'est un ralentissement qui est diffus, et il existe aussi des bouffées de pointe honte qui sont à 3 à 5 cycles
un maximum antérieur, c'est-à-dire dans les dérivations frontales en particulier. L'un des moyens diagnostiques pour l'étude électrophysiologique, c'est justement de faire l'épreuve de la stimulation lumineuse intermittente qui va montrer ou faire découvrir les paroxysmes épileptogènes, épileptiques, qui vont aider au diagnostic. Donc, la SLI reste un moyen de diagnostic important au cours de l'EEG. Sur le plan anatomopathologique, là, on a une perte neuronale qui s'installe, une apoptose, une gliose aussi, donc, qui va toucher et le cervelet, qui explique l'ataxie, le thalamus médian, qui va expliquer aussi l'épilepsie, et au niveau de la moelle aussi, la moelle épinière. Donc, c'est une apoptose avec gliose. Le gène a été localisé sur le chromosome 21 Q22-23. Ce gène, il code pour la cystatine B, qui est un inhibiteur des cystines protéases. Donc, le déficit de ce gène va conduire à une dégénérescence neuronale, mais aussi il y a d'autres mutations qui ont été évoquées. Donc, c'était la maladie de l'Inde. Les maladies mitochondriales est la deuxième maladie à évoquer lorsque vous êtes devant une épilepsie de type myoclonique progressive. C'est une maladie génétique aussi qui est de transmission sporadique. L'âge de début, la sévérité de la clinique et la sévérité de l'atteinte de l'enfance et l'adolescent même chez l'adulte. La clinique, on peut avoir des épilepsies graves, mais parfois qui ne sont pas très graves, un petit peu pharmacorésistante, et le degré de l'atteinte cognitive, il est de modéré à sévère. Pour faire le diagnostic, il faut que vous ayez les signes cardinaux du syndrome, je rappelle, myoclonisme, épilepsie, ataxie, régression psychomotrice. En plus, vous avez une atteinte de type neurosensoriel, surdité, une atrophie optique, une rétinopathie qui aboutissent à la cécité ou une baisse de la vision, une myopathie et une neuropathie en elle-même. Donc, c'est des symptômes pour lesquels le malade peut consulter précocement. Donc, il faut savoir aussi, quand vous êtes devant un tableau de myopathie qui est associé à une épilepsie ou associé à une surdité, d'évoquer le MERC. Là, on a des syndromes à chevauchement avec le syndrome MELAS, qui est une encéphalopathie avec acidose lactique, épisode vasculaire et des anses cliniques entre le MERC et le MELAS. J'ai aussi, vous avez un ralentissement global, donc du rythme de fente, et l'installation de décharges de pointe onde généralisées qui sont épileptiques entre 2 et 5 cycles secondes, et la photosensibilité va mettre en évidence de façon beaucoup plus importante ces pointes ondes généralisées. Sur le plan anatomopathologique, donc on a des modifications qui sont d'ordre dégénératif au niveau du noyau dentelé et au niveau de l'olive inférieure, au niveau cérébral, et aussi on a des lésions des noyaux gris centraux qui sont présentes dans les formes les plus sévères. Le diagnostic est évoqué et recherché par le dosage des enzymes des chaînes respiratoires, comme la NADH et autres, et la biopsie musculaire qui va montrer un aspect de fibre musculaire déchiquetée, comme vous voyez sur le slide en haut à gauche. Et, mais parfois, on peut être devant un dosage des enzymes musculaires et une biopsie, des enzymes respiratoires et une musculaire qui sont tout à fait normales, mais la génétique donc, va nous aider à poser le diagnostic. Et là, la mutation la plus fréquente reste une mutation ponctuelle de la paire de base 8.344 du gène de l'ARN de transfert mitochondrial de la lysine. On a aussi
l'arène de transfert mitochondrial de la série. Et on n'est pas aidé lorsque l'enquête génétique revient négative. Donc, il faut s'appuyer sur les données cliniques, l'EEG, et parfois, lorsqu'on a les doses des enzymes de la chaîne respiratoire qui sont positives. D'autres syndromes sont évoqués dans le même tableau clinique, qui est le syndrome de May-White et le syndrome d'Ekbom, lorsque vous avez des lipomes ou une surdité associée à un syndrome d'encéphalopathie myoclonique progressive. La maladie de Lafora. La maladie de Lafora, elle est autosomique récessive. Elle débute entre l'âge de 10 ans et 18 ans. Elle est très exceptionnelle à l'âge adulte. Donc, le début est exceptionnel à l'âge adulte, mais on peut avoir des cas. Et son pronostic reste sombre. Le décès va survenir 2 à 10 ans après le début des symptômes. Et dans tous les cas, le décès va survenir avant l'âge de 20 ans. Et 50% des patients en hôpital, ce sont des troubles visuels racontés par les enfants, comme par exemple voir une image fixe ou parfois avoir des scènes plus complexes. En tous les cas, toute hallucination visuelle peut être rapportée à des crises d'épilepsie partielle occipitale. L'EEG, d'abord, si vous le faites à une phase précoce, vous avez un rythme de fond qui est bien organisé, mais avec de multiples décharges de pointe-onde. Et ces multiples décharges de pointe-onde, ils sont mises en évidence par la SLI en particulier. Donc, dans tous les encéphalopathies myocloniques progressives, quand vous demandez un EEG, c'est fait de façon systématique, mais au cours de votre interprétation, il faut s'intéresser à la SLI parce que la SLI va faire ressortir ces anomalies épileptiques qui sont des décharges de pointe-onde qui sont souvent entre 2 et 3 cycles par seconde. On peut aussi, à la fin, avoir des anomalies épileptiques multifocales qui sont à prédominance postérieure temporale et postérieure occipitale, ça à la phase terminale. Et finalement, à la toute dernière étape, vous avez un EEG qui est totalement désorganisé, où on n'arrive pas à identifier le rythme de l'anapathie. Va vous montrer des inclusions intracellulaires. Donc, c'est une biopsie de la peau et une biopsie de la peau. Ces inclusions intracellulaires sont appelées les corps de Lafora. Ils sont situés n'importe où au niveau de la peau, mais la biopsie en elle-même, elle est faite au niveau du creux axillaire et il faut s'assurer que la biopsie n'est pas. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver au niveau des cellules, des inclusions intracellulaires en rouge, et ce sont les corps de Lafora. Ces corps de Lafora peuvent aussi, sont situés aussi au niveau des neurones du cortex cérébral, au niveau du thalamus, du pallidum, et du noyau dentelé au niveau de la substance grise, et plusieurs autres organes, le cœur, les yeux, tous les organes, qui est fait au niveau du creux axillaire. Le diagnostic est fait par la biopsie glandulaire après coloration au PAS et sur le plan génétique, la mutation est située, identifiée et le MPA, le PM2A était identifié. Ce gène, il code pour une protéine qui est la tyrosine phosphatase, elle est appelée aussi, qui ont été mises en évidence. Autre diagnostic à évoquer, donc tous les diagnostics qui est beaucoup moins rare beaucoup plus rare que les diagnostics cités précédemment. Donc, c'est une maladie lysosomale qui va toucher le nourrisson, l'enfant et l'adulte en fonction de l'âge de début. On a 5 types génétiques qui sont distincts, donc CLN1 jusqu'à CLN5.
Il y en a d'autres types qui sont évoqués aussi, mais les 5 sont les plus importants. Les formes chez l'enfant sont appelées syndrome de Batten. Vous trouvez le nom, la dénomination de syndrome de Batten. Elles sont autosomiques récessives, transmission et autosomiques dominantes. Le diagnostic de certitude est fait par l'étude en microscopie électronique de la biopsie de la peau qui va montrer les inclusions dans les cellules sécrétrices écrines, qui est très caractéristique, qui sont curvilinéaires et granulaires, surtout dans la forme infantile tardive. Le type 1, dans les séroïdes lipofuscinoses, le type 1, c'est le type infantile, donc touche le nourrisson. Les enfants à la naissance sont normaux, aucune anomalie n'est identifiée, et vers l'âge de 2 ans, va apparaître une perte de vision, c'est-à-dire une poursuite oculaire faible avec des convulsions tonico-cloniques généralisées ou myocloniques. La neurodégénérescence va compléter le tableau, c'est-à-dire qu'on aurait l'ataxie, l'épilepsie, la régression psychomotrice et qui est la démence qui est plus ou moins sévère. Le décès, donc l'âge de 8 et 11 ans, on a le type 2, le type infantile tardif. Le type 2, il débute entre l'âge de 1 an et 4 ans par l'installation d'un trouble de la marche, donc l'ataxie qui va débuter le tableau clinique. Cette ataxie va aboutir à un état grabataire. On a l'installation d'un syndrome pyramidal, donc en résumé, c'est une hypertonie avec des réflexes rotuliens qui sont très vifs. Les troubles de langage, c'est-à-dire perte de langage et régression psychomotrice qui est suivie à la fin de crise d'épilepsie avec myoclone. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir évoquer une séroïde lipofuscinose de type 2 lorsque vous avez un nourrisson de 2 ans ou un enfant de moins de 4 ans qui commence à faire une ataxie. La cécité va s'installer, elle est progressive avec une atrophie optique et là la cécité elle est totale avant l'âge de 5 ans. Les patients vont se décéder entre 3 et 10 ans. Le G fait pour l'épilepsie, donc d'état aussi, et des décharges de polypointe 11. La SLI va vous montrer des pointes polyphasiques qui sont postérieures. Le gène est situé sur le chromosome 11, P15. Ce gène code pour une carboxypeptidase lysosomiale qui est insensible à la pepstatine. Et là aussi, on peut avoir différentes mutations. C'est-à-dire que si le gène n'est pas identifié, on peut avoir d'autres mutations identifiées ou non. Vous avez le type, la séroïde lipofuscinose, le type G-vinyle, CLN3. Donc, surtout dans les pays nordiques, mais de façon beaucoup plus rare au niveau du bassin méditerranéen. Elle débute entre l'âge de 4 et 15 ans. Elle va se manifester d'abord par une baisse de l'acuité visuelle et une dégénérescence de la macula. Donc, c'est des enfants qui vont être chez l'ophtalmologue en premier, avant l'apparition d'autres signes qui vont évoquer des maladies métaboliques. L'atteinte intellectuelle, elle est lente, mais elle est progressive et finalement, elle serait très sévère. Les signes neurologiques vont apparaître 2-3 ans après le début de l'atteinte visuelle. Il va s'installer un syndrome extrapyramidal suivi par une ataxie et une atteinte pyramidale à la fin. Bien sûr, l'épilepsie existe aussi. On peut avoir des absences pour l'épilepsie, mais ce n'est pas des absences petit mal, c'est des absences myocloniques et surtout des crises cloniques qui vont survenir soit 1 an ou jusqu'à myoclonie segmentaire. On a les myoclonies massives portées par les parents. On a les myoclonies massives qui apparaissent et c'est des parents qui croient que c'est des sursauts de peur. L'enfant a peur
et il réagit par un sursaut, alors que c'est des myoclonies massives d'ordre épileptique. L'évolution va être caractérisée par des épisodes psychotiques. Le patient devient grabataire à la fin et le décès va survenir dans tous les cas avant l'âge de 20 ans, souvent dans un état de mal myoclonique. Le EEG va montrer un ralentissement de rythme de fond comme les autres cas, des décharges paroxystiques qui sont parfois de longue durée, et là, la SLI est négative, c'est-à-dire que la SLI ne va pas amplifier ou faire apparaître d'autres décharges. Les lymphocytes ont un aspect vacuolisé et ce gène-là il est situé sur le chromosome. La forme adulte, elle débute entre l'âge de 11 ans et 50 ans. Le décès survient en 10 ans et certaines formes vont se caractériser par une démence, c'est-à-dire une régression des capacités cognitives, plutôt que par un syndrome complet myoclonique progressive. Ne sont pas très évidents et c'est la démence qui domine le tableau, ce qui fait que c'est des malades qui vont se retrouver en psychiatrie plutôt qu'en neurologie ou en pédiatrie dans certains cas. Le EEG va montrer un rythme de fond ralenti, des pointes ondes qui sont généralisées et une réponse très intense à la SLI à basse fréquence. Le diagnostic est fait par la biopsie cérébrale qui va mettre en évidence des inclusions intraneuronales. La sialidose est la dernière des causes fréquentes et la moins